Cette séquence vidéo a pour but la révision de deux concepts qui sont reliés, très interreliés même. Le premier concept, l'estimation du delta H à partir de la valeur énergétique des liaisons. Et ensuite, la traduction de ces calculs-là dans un graphique ou un diagramme d'énergie. Quand on fait l'estimation du delta H d'une réaction, il nous faut un tableau avec la valeur énergétique des liaisons chimiques. Et ce tableau nous sert à faire le calcul du bilan énergétique. On va se donner une réaction chimique de base qui est la formation de l'ammoniac, donc le NH3, l'ammoniac, qui est formé à partir de ces éléments de base, c'est-à-dire le N2 et le H2. Donc, ce qu'il faut faire en premier, c'est de dessiner une molécule. La première partie d'une estimation du delta H, c'est basé sur le fait que dans un premier temps, les molécules des réactifs doivent être brisées. Il faut briser les liaisons chimiques. Il y a un terme technique aussi qu'on peut utiliser qui est atomiser les réactifs. Donc, qu'est-ce qu'on a comme réactif? On a du N2. Le N2 est relié avec une liaison triple. Tu te rappelles, chacun des N a 5 électrons de valence, dont 3 électrons célibataires. Il y a donc 3 partages d'électrons, donc c'est une liaison triple. Il faut briser ces liaisons triples-là. Si on consulte un tableau énergétique de la valeur des liaisons, on va constater qu'une mole de liaison triple comme ça, ça nécessite 946 kJ pour briser une mole de liaison triple. Comme dans mon équation, j'ai une demi-mole de N2, on va multiplier par une demi la valeur énergétique. Et donc, pour briser une demi-mole de liaison triple, ça va nécessiter 473 kJ. Par la suite, on a la molécule H2. La molécule H2, c'est une liaison simple. Quelle est la valeur énergétique d'une liaison simple? On voit ici 435 kJ. Donc, pour briser une mole de liaison HH, liaison HH ici, ça prend 435 kJ. Nous avons le coefficient 3,5 devant H2, donc 3,5 fois 435 kJ pour 652,5 kJ. La somme de ces deux valeurs énergétiques-là nous donne 1125,5 kJ d'énergie que les molécules des réactifs doivent absorber pour briser l'ensemble des liaisons, pour atomiser les réactifs et d'avoir à ce moment-là, plus de molécules, mais des atomes à haute énergie prêts à réagir. La suite maintenant, ça va être un petit peu le phénomène inverse. Nos atomes sont remplis d'énergie et quand il va se créer une affinité chimique entre deux atomes, pour que cette liaison-là tienne, il va falloir abaisser le niveau d'énergie potentielle des atomes. Et pour abaisser le niveau d'énergie potentielle, il y aura un phénomène exothermique, il y aura expulsion de chaleur. Allons voir à quoi ça ressemble. Donc, quand on forme du NH3 à partir des atomes qui étaient disponibles, donc du N et du H, le NH3 se dessine comme ceci, N avec 3 liaisons H. Ce qu'on se rend compte, c'est que la liaison ici, on l'appelle NH, donc il y a 3 liaisons NH. Donc, si on va regarder un tableau de valeur énergétique, ce qu'on va se rendre compte, c'est que la valeur énergétique d'un lien NH, c'est 389 kJ. Nous en avons 3. Bon, important. Pourquoi il y a un moins ici? Parce que c'est un phénomène exothermique. Je vous rappelle, quand on forme les produits, les atomes créent des liaisons. Pour que la liaison tienne, il faut abaisser le niveau d'énergie potentielle de nos atomes. Et en abaissant le niveau d'énergie potentielle, la seule manière de faire ça, c'est en expulsant de la chaleur. Il y aura donc moins, qui veut dire énergie dégagée, 1167 kJ d'énergie expulsée. Ce qui nous amène à parler du bilan énergétique et donc de l'estimation du delta H. Allons voir, donc, moins 1167 kJ d'énergie dégagée. Nous avions au départ 1125,5 kJ d'énergie absorbée pour atomiser nos réactifs, moins 1167 kJ d'énergie libérée par la formation de nos nouvelles liaisons. Un bilan négatif,
Qu'est-ce que ça veut dire un bilan négatif? Bien, que c'est une réaction exothermique où les molécules, durant le processus, bien, il y a eu un abaissement de l'énergie potentielle. Je vais aussi parler de quelque chose qui est quand même important, c'est qu'on appelle ça une estimation du delta H. On a travaillé uniquement avec les valeurs énergétiques de l'énergie potentielle intramoléculaire. Donc, les autres formes d'énergie potentielle, on n'est pas capable d'en tenir compte dans ce type de problème-là. C'est pour ça qu'on appelle ça une estimation du delta H. Pour faciliter la compréhension des calculs qu'on vient de faire, on peut mettre ces valeurs-là dans un graphique d'énergie. Donc, allons voir à quoi ressemble un graphique ou un diagramme d'énergie. En fait, c'est relativement simple. On utilise un seul cadran dans un graphique. On met une valeur initiale à 0. Ça veut dire, dans le fond, qu'il n'y a pas eu d'énergie gagnée ou perdue. Et on inscrit les réactifs. Dans ce cas-ci, 1,5N2 puis 3,5H2. On sait que la première partie sert à atomiser les réactifs. Donc, c'est un gain en énergie potentielle. Les molécules absorbent de l'énergie pour briser leur liaison. Donc, le graphique se dirige vers le haut. C'est de l'énergie absorbée. Donc, une valeur, on se rappelle, de 1125,5 kJ. Je ferai remarquer qu'ici, au sommet de la courbe, ce ne sont plus des molécules qu'on a. Ils ont été atomisés. Donc, c'est un complexe à haute énergie, qu'on appelle d'ailleurs le complexe activé. Et c'est à partir de ce moment-là que l'affinité chimique entre les atomes va générer des nouvelles liaisons chimiques. Et ces nouvelles liaisons chimiques-là, je le répète, pour tenir, devra abaisser le niveau d'énergie potentielle en expulsant de la chaleur. Donc, on se rappelle que la valeur énergétique expulsée était vraiment grande, 1167,5 kJ, ce qui nous amène à une valeur qui est plus basse qu'au début. Elle est plus basse de combien? Bien de moins 41,5 kJ. Donc ici, on a affaire à un graphique d'une réaction exothermique où le niveau d'énergie interne a diminué. Il y a des termes techniques, des mots de vocabulaire. Cette première séquence-ci, l'énergie nécessaire pour briser les liaisons, ben, il y a un terme technique à ça. On l'appelle l'énergie d'activation de la réaction. Un autre terme technique, EI, l'énergie d'activation de la réaction inverse. Ben, si on voulait faire la réaction inverse, c'est-à-dire partir des produits puis revenir au réactif, à ce moment-là, il faudrait briser les liaisons de NH3. Ben, l'énergie d'activation correspondrait à cette section-là du graphique. Ce serait donc l'énergie d'activation, mais de la réaction inverse. C'est pour ça qu'elle est nommée EI pour énergie d'activation de la réaction inverse. Et on a le sommet de la courbe qui s'appelle le complexe activé. Les graphiques d'énergie peuvent avoir cette apparence-là, plutôt carrée, mais souvent, on constate des graphiques d'énergie qui vont ressembler à ceci, c'est-à-dire une allure plus courbée. Mais dans ce cas-ci, ce serait quand même une réaction qui serait exothermique, où l'énergie d'activation de la réaction directe serait 50 kJ, où l'énergie d'activation de la réaction inverse serait 75 plus 25, donc 125 kJ. Et le delta H, la chaleur de la réaction directe serait moins 75 kJ, alors que le delta H de la réaction inverse serait de lui plus 75 kJ. En terminant, je fais apparaître les définitions de énergie d'activation de la réaction directe, énergie d'activation de la réaction inverse et complexe activé. Ceci met fin à la présentation sur les deux concepts qui sont très reliés ensemble, c'est-à-dire l'estimation du delta H à partir des enthalpies de liaison et la traduction de ces valeurs-là en diagramme ou en graphique d'énergie. Fin de la présentation.